Vous écoutez RFI, il est 20h en temps universel, 21h à Paris. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal en français facile. Zéphirin Quadio est avec moi pour le présenter. Bonsoir Zéphirin. Bonsoir Clémentine, bonsoir à toutes et à tous. L'Allemagne se reconfine, les commerces non essentiels, les écoles et les crèches seront fermés pendant 3 semaines. L'objectif du gouvernement allemand est de diminuer le nombre de malades du Covid-19. Reportage à suivre dans ce journal. Et puis au Royaume-Uni, c'est la première fois que ça arrive. La justice a reconnu qu'une petite fille était morte à cause de la pollution. Nous irons ensuite en Irak. Un militant a été tué en plein centre de Bagdad, la capitale. Il était accusé de manifester et de se révolter contre le pouvoir. Et enfin Clémentine, le Parlement européen a remis aujourd'hui son prix Sakharov. Cette année, il récompense une personnalité de l'opposition en Biélorussie. Le journal en français facile. L'Allemagne se reconfine pour stopper le Covid-19. Oui, il s'agit d'un reconfinement partiel, c'est-à-dire un reconfinement plus souple. Les Allemands ne sont pas obligés de présenter une attestation pour sortir de chez eux, mais les commerces non essentiels, les écoles et les crèches seront fermés pendant 3 semaines. L'objectif du gouvernement allemand, c'est de faire baisser le nombre de malades du Covid-19. Les chiffres sont inquiétants. 952 personnes sont mortes ces dernières 24 heures. C'est un record en Allemagne. La région la plus frappée est la Saxe et dans cette région, le confinement a commencé dès lundi. Le reportage sur place de Pascal Thibault. Dresde, ville morte ou presque. Depuis lundi, soit 2 jours avant la plupart des autres régions, la Saxe a durci ses mesures anti-Covid. Les lieux culturels, les bars et les restaurants étaient déjà fermés. Désormais, seuls les commerces essentiels restent ouverts. Les écoles ont mis la clé sous la porte. Les habitants sont priés de ne sortir que lorsque cela est nécessaire. La région avait mercredi un taux d'incidence de 400, soit 2 fois plus que celui enregistré au niveau national. Les hôpitaux sont débordés. Pourtant, la Saxe au printemps, lors du premier confinement et plus tard, était peu frappée. Cette jeune femme enceinte qui travaille dans un cabinet médical critique les nombreux rassemblements contre les mesures anti-Covid. Toutes les manifestations anti-masques qui ont été autorisées en Saxe ont été, je pense, de grands foyers d'infection. Les échanges nombreux avec la République tchèque, qui a une longue frontière avec la Saxe et qui a été très frappée par la pandémie ces dernières semaines, sont aussi avancés pour expliquer le record saxon. Les réticences aux mesures Covid restent importantes. Ce vieux monsieur sans masque au centre-ville n'est pas convaincu par les vaccins bientôt autorisés. Si on écoute les médias, oui c'est bien, mais je ne me presserai pas pour me faire vacciner. Il y a trop de propagande. Et même les virologues entre eux ont des avis divergents. Les réticences demeurent, mais les Saxons, longtemps largement épargnés par la pandémie, ont peut-être tout simplement oublié trop vite les mesures de précaution. Pascal Thibault, Dresde, RFI. La lutte contre le Covid-19 s'organise aussi en France. Le Premier ministre Jean Castex annonce qu'environ 1,16 million de doses de vaccins seront livrées avant la fin de l'année 2020. Un second lot de vaccins arrivera en France début janvier et un troisième en février. Au total, la France a l'intention de vacciner 100 millions de personnes dans les prochains mois. Et puis toujours en France, Clémentine, la justice a prononcé son verdict dans le procès des attentats de janvier 2015. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé des peines allant de 4 ans de prison à l'emprisonnement à perpétuité contre 13 personnes. Elles ont été reconnues coupables d'avoir aidé les auteurs de l'attaque terroriste contre le journal Charlie Hebdo, attaque aussi contre une policière et une autre attaque contre le supermarché Hyper Cacher il y a presque 6 ans. Le principal accusé, Ali Riza Polat, a lui été condamné à 30 ans de prison. Son avocate a annoncé qu'elle allait faire appel. Pour la première fois au Royaume-Uni, la justice reconnaît qu'une petite fille est morte à cause de la pollution. Cette fillette, originaire de Londres, est décédée en 2013. Elle souffrait d'une insuffisance respiratoire. Cela signifie qu'elle ne pouvait pas inspirer et expirer toute seule. Pour résumer, elle avait du mal, des difficultés à respirer. Et d'après la justice, ces difficultés respiratoires qui ont causé la mort de la fillette sont effectivement dues à la pollution. Les explications d'Oriane Verdier. Ella Adoukissi-Debra habitait dans la banlieue sud-est de Londres, à quelques dizaines de mètres de l'une des principales artères autour de la capitale. Chaque
Chaque matin, elle longeait les embouteillages pour se rendre à l'école. Après plusieurs séjours à l'hôpital suite à des crises respiratoires, elle est décédée le 15 février 2013. Sa mère refuse alors de croire qu'une simple insuffisance respiratoire ait pu emporter sa petite fille, pourtant en si bonne santé quelques années plus tôt. En 2014, la justice affirme pourtant qu'Ella est décédée à cause de son asthme uniquement. Un an plus tard, le professeur Stefan Holgate, conseiller du gouvernement et spécialiste de la pollution de l'air, est touché par l'histoire d'Ella et prend l'affaire en main. Selon lui, il y a un lien frappant entre les pics de pollution enregistrés dans le quartier et les hospitalisations de la petite fille. Ce mercredi, la justice a finalement reconnu la pollution comme le 3e facteur de la mort d'Ella Adouki-Sidebra. La mère de la petite fille accuse notamment les autorités du quartier d'avoir tardé à prendre des mesures contre la pollution qui s'est aggravée progressivement. Précision signée Oriane Verdier, et d'après le gouvernement du Royaume-Uni, la pollution est responsable de la mort de 30 000 personnes chaque année. Le journal en français facile. Un militant anti-pouvoir a été tué hier en plein centre de Bagdad, la capitale de l'Irak. Ce militant s'appelle Salah al-Iraqi. Il fait partie de ceux qui dénoncent la politique du gouvernement irakien. Il avait déjà échappé à 2 tentatives d'assassinat. Son cas n'est pas isolé. D'autres militants ont, comme lui, été traqués, enlevés ou tués parce qu'ils étaient accusés de manifester ou de se révolter contre le pouvoir. Ces militants accusent les milices chiites d'être responsables de ces violences contre eux. Le récit de notre correspondante en Irak, Lucille Wasserman. Salah al-Iraqi était un activiste bien connu dans les rangs de la révolte d'octobre 2019. Ce mardi, alors qu'il était dans le quartier d'Al-Jadida, à l'est de Bagdad, des hommes armés lui ont tiré dessus. Le jeune homme avait déjà été visé par 2 tentatives d'assassinat. Il n'a pas survécu à cette 3e. Ce meurtre n'est pas un cas isolé à Bagdad. Depuis le début du mouvement anti-pouvoir en octobre dernier, et jusqu'à aujourd'hui, malgré l'arrêt des manifestations, de nombreux activistes ont été ciblés. Plusieurs groupes de défense des droits de l'homme épinglent aujourd'hui le Premier ministre Mustafa al-Kadhimi. Au pouvoir depuis mai, il s'est engagé à protéger les rassemblements et à faire la lumière sur les nombreuses violences contre les manifestants. Mais pour l'heure, ces nombreux crimes restent impunis. Le gouvernement devrait tenir ses promesses, écrit l'organisation Human Rights Watch, dénonçant des décennies d'impunité dans le pays. Dans son dernier message Facebook, Salah al-Iraqi partageait d'ailleurs la même idée, de manière assez prophétique, en tout point terrible. On y lit « L'innocent meurt alors que les lâches règnent ». Lucille Wasserman, Bagdad, RFI. Un soldat malien a été tué aujourd'hui au Mali et 5 autres ont été blessés. Selon l'armée malienne, une mine artisanale a explosé au moment où leur véhicule passait. Ça s'est passé sur l'axe reliant la ville de Gao dans le nord à la région de Mopti dans le centre, 2 zones où les djihadistes sont actifs. Dans l'actualité également, Clémentine, le Parlement européen a remis aujourd'hui son prix Sakharov à Bruxelles, en Belgique. Le prix Sakharov récompense chaque année une personne ou une organisation qui défend les droits de l'homme et les libertés fondamentales. Cette année, il est attribué à l'opposante biélorusse Svetlana Tikhanovskaya. Elle a beaucoup fait parler d'elle cette année lors des manifestations en Biélorussie contre le président Alexandre Loukachenko. Une dizaine de lauréats ont participé à cette cérémonie. À Bruxelles, Johanna Hochstein. Malgré le contexte sanitaire, le Parlement européen a tenu à organiser une cérémonie en présentiel. Signe, explique le président de l'institution, de l'importance accordée par les eurodéputés à ce prix. David Sassoli a salué la résistance et la persévérance des lauréates. Vous êtes une source d'inspiration pour nous, a-t-il rajouté. Votre lutte est notre lutte. Les citoyens biélorusses doivent pouvoir jouir pleinement de leurs droits démocratiques et vivre en liberté. Dans son discours, Svetlana Tikhanovskaya a rappelé les atrocités dont sont victimes les manifestants. Des personnes enfermées dans une cathédrale par les forces spéciales, c'est cela la Biélorussie pacifique. Des détenus marqués avec des couleurs différentes pour déterminer l'intensité des coups qu'ils vont recevoir des officiers de police, c'est cela la Biélorussie pacifique. Contaminer délibérément les prisonniers avec le virus du Covid-19, c'est cela la Biélorussie pacifique. Nous demandons à l'Europe d'être plus courageuse, de passer de la parole aux actes, a-t-elle insisté. Sans une Biélorussie libre, l'Europe ne peut pas être vraiment libre, a-t-elle conclu. Живи Беларусь. Thank you. Johanna Hochstein à Bruxelles, RFI.
Et c'est la fin de ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci également à Zéphirin Quadio, à mes côtés pour le présenter. C'était un plaisir, Clémentine. Plaisir partagé. Si vous voulez réécouter ce journal, rendez-vous sur RFI Savoir. Très belle soirée sur RFI.